Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tech. Aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective de janvier 2025 qui a été chargée en annonces, en événements sur ce mois de janvier. Nous allons commencer par le CES 2025 à Las Vegas, un endroit où on retrouve toutes les dernières technologies, aussi bien pour la télévision, les vidéoprojecteurs, mais aussi les ordinateurs, les téléphones, les bagues connectées, les lunettes connectées. Bref, on va faire un petit tour là-dessus. On ne parlera pas de tout, je parlerai simplement de mes coups de cœur. Autre sujet que nous allons aborder, eh bien, c'est les dernières rumeurs sur l'iPhone SE4. Les dernières rumeurs, justement, parlaient d'un iPhone 16e au lieu du nom SE4. Nous allons voir ça ensemble. Et bien sûr, sa fiche technique qui est pour l'instant supposée. Nous allons aussi parler du Samsung Unpacked, la fameuse conférence que Samsung nous propose tous les ans pour nous proposer les nouveaux Galaxy S. Cette année, ce sont les S25. Et d'ailleurs, il y a un quatrième téléphone qui est apparu, le Galaxy S25 Edge, et nous en parlerons aussi dans cette vidéo. Et puis très rapidement, quelques petites infos sur Instagram et le pourquoi des nouveautés Instagram. Pour le CES, eh bien, je vais commencer par un robot qui s'appelle Mirokai, qui est français, qui est fabriqué dans la région parisienne et qui permet d'assister, d'accompagner les enfants lors de séances chez le médecin, notamment l'orthodontie ou tout simplement s'ils sont dans un hôpital spécialisé ou un hôpital pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, il a sa petite bouille de renard, on va dire, hein, embarquant de l'intelligence artificielle et aussi des cartes graphiques Nvidia et pour être plus précis des Jetson Ori NX de Nvidia, et d'ailleurs ça a été présenté lors de la conférence dédiée à Nvidia. Ce petit robot avait déjà été présenté lors des précédents CES, c'était plus en phase de démo. 2025 est pour eux une phase de production, ils prévoient de fabriquer environ 200 unités courant de l'année, donc ça y est, c'est passé en mode industriel. Tant mieux pour eux, c'est des Français, il faut les mettre à l'honneur, on espère qu'ils vont réussir dans cette nouvelle aventure. XGIMI, une marque assez connue pour la partie vidéoprojecteur, et bien ici propose un ensemble, un pack qui ressemble donc à un meuble pour télévision, mais il cache à l'intérieur eh bien un écran ALR et aussi deux barres de son pour eh bien un futur vidéoprojecteur que vous pourriez associer à ce meuble. Donc vous avez l'écran ALR, hein, ce qui permet d'améliorer l'image qui peut être projetée depuis un vidéoprojecteur. Cet écran peut aller jusqu'à 100 pouces. Et puis les deux barres de son, eh bien c'est du Harman Kardon et chacun fait 60 watts, donc ça peut déjà envoyer pas mal au niveau du son. Concernant le prix, ça serait autour des 3000 €, ce qui paraît assez excessif, mais si on cumule le prix d'un écran, le prix du meuble et le prix des deux barres de son, je pense qu'on est à peu près équivalent à ce niveau, plus tout le système mécanique qui est à l'intérieur, puisque l'écran ne fait pas qu'un seul niveau de 100 pouces, hein, on peut le régler notamment selon ce qu'on projette. Par exemple, si vous projetez une application musique, eh bien vous aurez un écran qui sera légèrement plus petit et qui ne fera apparaître que le titre, la pochette et Play Next éventuellement. Et le nom du produit, c'est XGIMI Ascend. Je l'écris pour que vous puissiez bien l'orthographier, si éventuellement ma prononciation est fausse. Autre produit intéressant, c'est Omnia, qui est de la marque WeThings. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette marque. Elle est centralisée sur la partie santé. Elle produit et met en vente beaucoup de produits sur la santé connectée notamment, que ce soit des montres, que ce soit des tensiomètres, des thermomètres ou des balances connectées. Je pense que c'est peut-être celle que vous connaissez le plus. Et bien là, il propose un miroir qui permet de centraliser l'ensemble des données qui peuvent être associées à tous ces produits et que vous puissiez avoir accès depuis ce fameux miroir connecté, eh bien, toutes les informations qui sont rattachées à votre santé avec, bien sûr, des conseils qui vous sont proposés. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas prévu à la commercialisation. Toutefois, ils envisagent de le commercialiser ou en tout cas, ça serait à destination de salles de sport, par exemple. Comme nous sommes dans les produits connectés, on va tout de suite enchaîner avec deux bagues connectées. La toute première, c'est la marque Ultrahuman qui propose donc pas une nouvelle bague, mais une bague qui a comme particularité d'avoir un métal très haut de gamme, du titane renforcé au carbone. Autant dire que le prix est assez excessif.
on parlera juste après. Il y a notamment deux modèles qui s'appellent Dune et Désert Rose, qui sont avec de l'or 18 carats, et le modèle Rare Désert Snow, un nom assez compliqué, inutile, qui lui par contre aura du platine 950. Concernant les dimensions, on reste équivalent, voire un tout petit peu moins que la précédente Ultra Human qui était proposée, 8 mm en largeur et 2,45 en épaisseur. Avec ce type de matériau, effectivement, on peut réduire un petit peu l'épaisseur et la largeur de la bague. Le prix, eh bien, je vais déjà vous annoncer la bague qui est actuellement disponible sur leur site. Elle est aux alentours de 380 €, donc ce qui est dans les prix des bagues connectées actuellement. Là, on avoisinerait les 1800 à 2000 €. Elle a les mêmes fonctionnalités, les mêmes capteurs, c'est juste qu'elle est fournie avec du TAN renforcé en carbone, donc avec des matériaux précieux qui sont dessus. Et là, on arrive réellement à pouvoir dire que c'est mon précieux. La deuxième bague, eh bien, c'est la marque Circular, qui est française, qui va proposer donc sa troisième bague, et donc sa deuxième itération de sa bague Ring, qui l'ont tout simplement appelé comme ça, donc c'est la Circular Ring 2. Celle-ci a un nouveau capteur, en tout cas une nouvelle fonction qui permet de récupérer le CG et donc de faire une détection éventuellement si vous avez des problèmes cardiaques comme la fibrillation. Autre petite nouveauté qui ne concerne pas spécifiquement la bague, mais plutôt le choix de la taille pour la bague. Eh bien, vous connaissez, hein, il y a souvent le ruban, ou bien alors on vous envoie un kit avec des fausses bagues, hein, mais simplement pour tester le diamètre de votre doigt, et donc de bien choisir la taille qui vous convient concernant la bague. Eh bien là, Circular aurait mis à disposition un logiciel qui permettrait de scanner vos doigts, et donc de pouvoir choisir la dimension qui vous convient. Reste à voir si ça fonctionne correctement. Pour l'instant, le logiciel n'est pas mis à disposition, mais en tout cas, il le sera très prochainement. Concernant le prix, on reste donc sur du 380 €. C'est à peu près équivalent à ces bagues connectées qu'ils proposent déjà. Toujours dans le monde connecté, vous en doutez bien, on va passer aux lunettes Rokid, qui sont un concurrent direct aux lunettes Ray-Ban Meta que vous avez forcément entendu parler puisque tous les médias en parlent depuis un paquet de temps. Donc ça fait quelques années déjà que les Ray-Ban Meta sont sortis, mais ça a vraiment pris de l'ampleur en 2024. Eh bien, la marque Rokid essaie de faire pareil avec plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mis à part la partie intelligence artificielle qui n'est pas basée sur ta AI, mais bien sur une intelligence artificielle qui leur est propre. La vraie différence avec les Ray-Ban Meta actuels, eh bien, c'est le petit écran qui est proposé, qui permet en fait d'afficher certains éléments, peut-être des notifications notamment, et peut-être aussi des SMS, des messages qu'on peut recevoir. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur les possibilités de cet écran, mais c'est une sorte de tête haute qui est proposée en termes d'affichage. Ce type d'affichage existe déjà sur des lunettes. Vous n'en avez pas forcément entendu parler. Je vous mets juste une petite démo de la marque Ngo qui fait des lunettes pour les cyclistes et donc qui leur permet d'avoir des informations sur la partie GPS. C'est assez pratique puisque ça leur évite de regarder à chaque fois leur téléphone ou bien leur montre lors de ces fonctionnements. Pourquoi je parle aussi de cette marque-là et pourquoi je parle de ces lunettes? Eh bien, sachez que ce fonctionnement avec un écran tête haute, eh bien, Ray-Ban et surtout donc la société Meta prévoit ce type de lunettes pour 2025. Donc, je pense qu'on se sera plus fin d'année, mais on peut s'attendre à ce qu'on ait des nouvelles Ray-Ban, donc une version 2.0, avec en plus cet écran qui permettra d'avoir donc des notifications, des informations qui seront écrites directement sur ce petit écran. Aucune information n'a encore fuité sur le type d'information qu'on pourra avoir sur ce genre d'écran, mais on peut déjà espérer en tout cas avoir des éléments comme eh bien, des messages qu'on reçoit, donc des SMS, du WhatsApp ou quoi que ce soit, et peut-être aussi des traductions en direct, puisque Meta le propose déjà à travers la partie écouteurs de les Ray-Ban Meta. Pour les lunettes Rokid, eh bien en termes de dimension, on est quasi similaire à ce que fait Ray-Ban, pas beaucoup de nouveautés là-dessus. En termes de poids des lunettes, on est aussi entre 44 et 48 grammes, donc on est similaire aussi sur les Ray-Ban. Concernant le prix, on est légèrement en deçà de ce que fait Ray-Ban, mais en même temps, on n'a pas la qualité Ray-Ban, on n'a pas l'intelligence artificielle de Meta, on n'a pas voilà tout le savoir-faire qui est rattaché à cette entreprise. À voir dans le temps si cette marque Rokid arrive à percer et à proposer des choses moins chères, mais tout aussi performantes. Puisque je parle des nouveautés concernant Ray-Ban Meta, donc la société Meta a apparemment prévu aussi, donc ce sera pas pour cette année, mais plutôt 2026 ou 2027, de faire un partenariat avec la marque Oakley ou Oakley, je ne sais pas comment on le prononce, marque très connue. Eh bien, ils feront un partenariat avec ces lunettes pour proposer aussi le même
même style de fonctionnement qu'avec les Ray-Ban pour s'adresser à un autre public qui est celui des sportifs. Quand on voit le Ngo et quand on voit la partie Oakley, quand on voit les modèles, eh bien on voit une certaine similarité. Donc, je pense qu'ils ont certainement eu vent forcément de cette marque et donc essayent de la copier et forcément de faire un peu mieux. C'est bien que c'est de la surenchère en permanence. Ray-Ban et surtout la société Meta nous prévoit des nouveautés sur des Ray-Ban 2.0 et sur une autre marque. Pour finir sur le CES et sur l'intelligence artificielle, je vais vous parler très rapidement du logiciel VLC, Videolan. Je pense que vous le connaissez et certainement que vous l'utilisez aussi. C'est un logiciel donc open source qui permet de lire tout type de vidéos et de fichiers audio. Donc en fait, vous pouvez vraiment lire n'importe quoi avec ce lecteur. Donc il est vraiment universel sur ses usages. Il contient tous les codecs gratuitement. Donc ça c'est intéressant. Donc si vous le connaissez pas, très intéressant comme logiciel. Moi j'utilise que ça. Et donc ils se sont mis eux aussi à l'intelligence artificielle. Cette fois-ci la partie sous-titrage qu'ils ont fait lors du CES quelques démonstrations et apparemment ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est du sous-titrage en direct. Donc c'est-à-dire que vous lancez votre film et automatiquement il va générer les sous-titres. Je pense qu'il y a forcément besoin d'amélioration ou autre puisque comme on le sait, la langue française par exemple, avec les synonymes et autres, on n'a pas toujours les mêmes choses. Donc à voir comment il s'en sort et il prévoit de faire jusqu'à 100 langues en sous-titrage. Que hâte de voir ça, mais en tout cas ça peut être bénéfique pour pas mal de gens qui récupèrent des films ou en tout cas qui ont des films ou des vidéos, des clips et qui n'ont pas forcément la partie sous-titres déjà disponible avec le média. On fait donc un dernier point sur les rumeurs sur l'iPhone SE 4 qui portera bien ce nom puisque une source on va dire plus ou moins anonyme mais qui a posté ça sur X, je dis anonyme parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment derrière un identifiant, eh bien aurait montré un bout de code donc tout flouté, mais avec la partie SE4 bien visible, on resterait dessus. Pour ma part, je pense sincèrement qu'il serait dommage qu'on passe sur du 16E. Je pense qu'il est plus pertinent et plus logique pour la gamme des iPhones, et bien qu'il y ait une séparation et que Apple conserve le mot SE pour désigner ce nouveau téléphone. Pour ceux qui ne le savent pas, l'iPhone SE, eh bien, ça sera la 4e génération. C'est l'entrée de gamme chez Apple pour les iPhones. Et ça fait déjà quelques années qu'il n'a pas été revu. Et donc là, eh bien, avec l'arrivée d'Apple Intelligence, avec les nouveautés, notamment avec l'USB-C, qui est obligatoire pour tous les téléphones depuis l'année dernière, eh bien, je pense que Apple attendait justement toutes ces réglementations et tous ces changements pour faire un gros refresh de ce fameux iPhone SE4. Nous allons voir un petit peu les dernières rumeurs, mais surtout les dernières caractéristiques qui lui seraient apposées. Tout d'abord, au niveau du format, on serait sur une taille et une forme équivalente à l'iPhone 14. Côté écran, eh bien, nous serions quand même sur du OLED avec 6,1 pouces. Côté processeur, eh bien, comme généralement pour les SE, il prend le processeur du dernier iPhone. Actuellement, c'est l'iPhone 16, donc ça serait la puce A18 qui serait positionnée dedans, ce qui lui permettrait bien évidemment d'avoir l'Apple Intelligence. Côté RAM, il serait aussi identique à l'iPhone 16, il aurait eu 8 Go de RAM. Côté appareil photo, eh bien, c'est là où il y a quelques économies qui sont faites, puisqu'il n'y aurait qu'un seul et unique capteur à l'arrière, un grand angle de 48 mégapixels, certainement aussi celui qui est positionné sur l'iPhone 16. La connectivité, eh bien, je l'ai dit, ça sera de l'USB-C. Côté reconnaissance faciale, donc ça sera une des grosses nouveautés de ce téléphone par rapport à son prédécesseur, puisque avant, il y avait encore le Touch ID, et donc là, on passerait enfin au Face ID. La dernière rumeur et le dernier doute qui reste, c'est de savoir est-ce que le format du Face ID sera identique à l'iPhone 14, qui n'était pas en Dynamic Island, ou bien alors, est-ce qu'il prendra le nouveau format Dynamic Island? Pour ma part, je pense, en tout cas en toute logique, que s'il reprend les caractéristiques design, les caractéristiques externes de l'iPhone 14, eh bien qu'il reprenne le même type d'écran, et donc on ait un Face ID qui soit, on va dire, un petit peu daté, mais qui est pas si loin que ça. L'iPhone 14 n'a que 3 ans, donc c'est pas non plus hyper vieux. Et l'objectif du iPhone SE, c'est qu'en termes de coût de fabrication, il soit moins cher. Donc généralement, il récupère des éléments des précédents téléphones.
Donc ça serait tout à fait logique et pour moi normal qu'ils reprennent l'esthétique d'un iPhone 14 en vue externe, mis à part la partie appareil photo, où là, il y aurait un seul et unique capteur. Il reste un doute, en tout cas, sur cette partie-là. Est-ce que ça sera du Dynamic Island ou ça sera l'ancienne pilule qu'on avait avant sur la partie Face ID. L'autre possibilité, effectivement, c'est la Dynamic Island, et donc de pouvoir uniformiser l'ensemble de ces iPhones, du SE4 au 16 Pro Max, et bien d'avoir tous en Dynamic Island. Ça peut être vraiment un coup bluffant de la part d'Apple de vouloir mettre vraiment à jour à fond ce SE, mais maintenant, ce qui va rester en termes de grosses questions, c'est le prix, si réellement il peut bénéficier d'autant de nouvelles technologies sur un téléphone qui est considéré comme le premier prix chez Apple. Autre nouveauté qui est attendue sur ce téléphone, eh bien c'est le modem 5G qui serait pour la première fois fabriqué et conçu par Apple. Ce ne serait plus Qualcomm qui fournirait ce composant, mais bien Apple qui le ferait. Tout ça pour gagner un petit peu de place et bien sûr avoir complètement la main sur ce composant qui lui permettrait peut-être de revoir sa carte mère et surtout de pouvoir forcément optimiser les connexions et les échanges entre les différents composants qui sont à l'intérieur du téléphone. Voilà, dans les rumeurs, on dit que cette puce 5G eh bien, ne serait pas aussi performante que la Qualcomm, elle serait un petit peu moins forte et moins efficace qu'une Qualcomm, puisque c'est la première chez Apple, donc il y aurait potentiellement quelques limitations, donc certainement un taux de couverture un petit peu plus faible, hein. On risque d'avoir peut-être plus facilement une ou deux barres au lieu d'en avoir 4 ou 5, ça sera à vérifier à ce moment-là. Pour ma part, je risque d'acheter cet iPhone-là, tout simplement parce que si les caractéristiques apportées par ces rumeurs se disent vraies, eh bien selon le prix, je pense qu'il sera plus abordable et bien sûr plus intéressant qu'un simple iPhone 16. Le vrai compromis entre ces deux téléphones-là, eh bien c'est la partie capteur photo, puisqu'il n'y en a qu'un seul sur le SE4, alors qu'il y en a deux sur l'iPhone 16. En revanche, sur toutes les autres caractéristiques, eh bien, on est sur quelque chose quasi similaire et on pourrait vraiment avoir un doute sur l'efficacité de proposer ce téléphone-là en concurrence directe avec l'iPhone 16. C'est pour ça que j'ai notamment un doute sur le Dynamic Island qui soit présent. Je pense qu'il faut vraiment quelques caractéristiques en deçà d'un iPhone 16 pour proposer un SE et qui justifierait aussi le prix. Concernant le prix, justement, eh bien, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Heureusement d'ailleurs, puisque c'est toujours des rumeurs. Avant, on était sur 4 à 500 euros, je crois, hein, sur le SE3. Et bien là, on est sur 100 ou 200 euros de plus, à savoir que l'iPhone 16 débute à 800 ou 900 euros. Donc, on aurait juste un écart de peut-être 200 euros, ce qui est peu finalement si on parle uniquement d'un capteur photo de différence, alors que les puissances et les performances sont identiques. Donc vraiment à voir qui va être fait. Côté sortie, eh bien on reste et on suppose qu'ils prendront la même voie que les précédents sorties des iPhone SE, c'est-à-dire pour avril. Et comme par hasard, en avril, il est prévu que l'iOS 18.4 sorte, et à savoir que normalement la 18.4 ouvrirait l'Apple Intelligence à l'Europe et surtout à la France, puisqu'on est encore bloqué sur son usage. Maintenant, concernant le Samsung Unpack 2025, donc la conférence de Samsung pour présenter ses nouveaux téléphones, mais aussi son interface One UI 7, eh bien, je vous mets quelques images, hein, bien sûr, de la conférence. Beaucoup d'intelligence artificielle a été mis en avant pour la partie software, donc logiciel, hein, du téléphone, avec une montée en possibilités avec l'intelligence artificielle de Samsung. Mais là où il y a eu un petit étonnement, mais vraiment petit, en tout cas pour moi qui ai les informations déjà, eh bien c'est que Samsung a fait un partenariat avec Google. Et donc, vous retrouverez sur ces téléphones-là Google Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Donc, Samsung a un partenariat depuis, en fait, 2 ans avec Google. Et aujourd'hui, eh bien, on commence à voir émerger pour le grand public ce que apporte ce nouveau partenariat. Petite parenthèse, justement, sur ce partenariat. Sachez aussi qu'il y a un nouveau son qui vient concurrencer le Dolby Atmos sur YouTube. Donc, Google, forcément, puisque ça appartient à Google, pour faire de la spatialisation et de l'immersion sur le son sur des vidéos YouTube. Et donc, ils sont en partenaire avec Samsung, ce qui vous permettra notamment sur les télés Samsung
de pouvoir bénéficier de ce son directement. Donc le son pour l'instant n'est pas encore ouvert, mais en tout cas la mise en place de ce son est en cours. Donc voilà pour la petite parenthèse sur un autre partenariat entre Google et Samsung. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets à mon avis entre eux qui vont découvrir dans les prochains mois et les prochaines années. On passe tout de suite à la présentation donc des nouveaux téléphones, puisque c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, c'est les nouveaux designs. Et encore une fois, on n'est pas surpris puisqu'on reprend les mêmes codes esthétiques que le S24, hormis pour le S25 Ultra, qui cette fois-ci se retrouve avec les bords arrondis, comme ses petits frères. Donc en fait, il arrête le rectangle, le pavé qu'ils avaient sorti sur le S24 et le S23, et donc ils uniformisent complètement la gamme des S25 puisqu'ils auront tous la même tête, à part forcément en termes de puissance et de grandeur, mais en tout cas visuellement on aura les mêmes téléphones. Et après ces trois téléphones présentés officiellement au grand public, eh bien les personnes présentes lors de la conférence ont pu aussi constater qu'il y avait un quatrième téléphone, le S25 Edge, qui est apparemment le téléphone le plus fin des S25 qui est présenté par Samsung. Donc aujourd'hui il n'est pas sorti, apparemment il sortira courant 2025. Je pense qu'on en reparlera sur cette chaîne et c'est le premier téléphone très fin que propose Samsung. À voir le prix, les caractéristiques, voilà, on va voir un petit peu tout ce qu'ils vont proposer. Je pense que ça vient en réponse aux rumeurs de l'iPhone 17 Slim ou Air qu'on a entendu ces derniers temps et puis aussi de l'iPad Pro M4 qui était le plus fin des tablettes. Tout ça pour dire qu'il y a une petite guéguerre qui est en train de se faire sur sortir le téléphone le plus fin actuellement. Au-delà de ces annonces donc qui étaient attendues, d'autres annonces moins officielles, sans vraiment d'image, ce sont plus des projets que Samsung est en train de finaliser, à savoir peut-être avec Google. Eh bien, il y a de la réalité mixte, avec notamment un casque, au même titre que l'Apple Vision Pro. Donc là, c'est la même chose, version Samsung. Et puis aussi des lunettes qui viennent là aussi certainement en concurrence avec les Ray-Ban Meta. Eh bien, Samsung va sortir donc ces deux produits-là. On ne sait pas si c'est 2025 ou 2026, mais on sait que c'est assez proche et je pense que le partenariat avec Google va optimiser et faciliter la création et la mise en place de ces deux technologies puisque Google avait déjà sorti des lunettes de ce même type, donc ils ont déjà l'expérience et les connaissances là-dessus. Donc ça serait certainement un bon stratagème pour concurrencer Apple sur ce domaine ou Meta pour la partie lunettes. Concernant le casque de réalité mixte, eh bien on sait déjà que le projet s'appelle Mohan et que le processeur qui serait à l'intérieur serait un Qualcomm XR2 Gen 2 qui serait proposé dedans. Et en termes de logiciel pour faire tourner tout ça, eh bien pour les deux projets, pour que ça soit le casque ou les lunettes, ça serait de l'Android XR. Donc certainement encore une fois beaucoup d'échanges avec Google sur le sujet de Android XR. C'est tout pour la partie Samsung. On finit sur une petite actualité sur Instagram qui propose trois nouveautés. La première qui est un peu révolutionnaire mais qui a beaucoup été critiquée sur les sites, sur X notamment, eh bien c'est le passage des fameux photos carrées en photo 9/16e. C'est le même format que les vidéos TikTok ou autres. Donc c'est quand vous tenez droit devant vous le téléphone. Eh bien c'est ce nouveau format et qui c'est déjà mis en place sur Instagram. Eh bien maintenant toutes vos nouvelles photos seront directement sur ce format rectangulaire et plus carré. Autre nouveauté, ce sont les réels, donc les vidéos que vous pouvez faire et que vous pouvez poster sur Instagram. Eh bien ils sont passés à 3 minutes. Étrangement, ça ressemble très fortement à ce que fait TikTok. Et la dernière nouveauté qui ne concerne pas directement Instagram, mais qui va faciliter le montage vidéo, eh bien c'est Edit, une application qui sera proposée et qui permettra de poster et de surtout faire du montage un petit peu à la sauce CapCut, pour ceux qui connaissent et qui font du TikTok. Eh bien Edit permettra de faire à peu près les mêmes fonctionnalités et certainement un peu plus. En tout cas, l'idée de base, c'est de proposer une application de montage pour les vidéos Instagram. Pourquoi je vous parle de tout ça? Et ça vient aussi directement avec l'actualité aux États-Unis, puisque vous le savez, TikTok n'est plus disponible aux États-Unis, ne peut plus fonctionner aux États-Unis. Et juste au moment de cette annonce, on apprend que Instagram sort des réels de 3 minutes, passe au format 9/16e et propose aussi une application pour faire du montage vidéo. Donc vous voyez que ça se coïncide pas trop mal finalement, cette petite nouveauté. Je ne vous parle pas non plus de l'arrivée de Trump. Vous allez me dire que c'est pas de la tech, mais en fait
si énormément finalement quand on essaie de voir un petit peu les sujets qu'il a traités et notamment ceux qu'il a fermés, notamment le fait de vouloir fermer complètement la Chine aux États-Unis, le fait de vouloir fermer TikTok, le fait aussi qu'il mette un coup de pression sur la Silicon Valley. Tout ça va avoir forcément des impacts sur la tech et sur les futurs projets, mais aussi sur d'autres événements. Donc si vous voulez qu'on en parle ensemble, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur les possibilités et les problèmes que Trump pourrait générer, aussi bien pour les États-Unis, mais peut-être aussi pour le reste du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, liker, partager, commenter, ça fait connaître la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.